Le bureau de la CENI, dirigé par l'abbé Apollinaire Malou Malou, a organisé une matinée d'échange avec les structures de la société civile à la maison des élections à la Gombe. Le rond-point ESO se trouve dans un état de délabrement très avancé et une partie de l'avenue de l'université qui les traverse est devenue impraticable. Antena, le journal James Katambwa. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue à cette grande édition du journal télévisé sur la chaîne de référence. À l'occasion de l'an 1 de l'accord cadre d'Addis Abeba, une conférence débat a été organisée ce lundi 24 février dans la salle des conférences du ministère des Affaires étrangères. Plusieurs orateurs étaient au programme, au nombre desquels le numéro 1 du mécanisme national de suivi, François Mwamba Tchishimbi, qui a exposé sur les avancées de ces accords. Précieux Mangonzoy et Sylvie Fortuné Mboula reviendront dans nos prochaines éditions avec images à l'appui. Les questions économiques sont généralement au centre des discussions au sein du marché commun d'Afrique australe et orientale COMESA, mais pour bien les traiter, il importe d'avoir une vue globale sur la situation sécuritaire de la région. C'est pour cette raison que la 13e réunion des ministres des Affaires étrangères du COMESA, qui s'est ouverte ce lundi 24 février au Grand Hôtel Kinshasa, s'est focalisée essentiellement sur les questions de paix et de sécurité. Reportage d'Omomata. Dans son mot d'ouverture, le ministre congolais des Affaires étrangères, Raymond Tshibanda, a soulevé le point positif qui ont marqué le pays du bloc régional COMESA au courant de l'année passée. Les cas du Madagascar et de la Somalie, deux pays qui ont retrouvé ou qui sont sur la voie de retrouver la stabilité. Au chapitre des sujets inquiétants, le ministre congolais a émis le vœu de voir le pays tel que l'Égypte, la Libye et le Soudan du Sud retrouver la stabilité. À propos de la République démocratique du Congo, le gouvernement congolais a rappelé Raymond Tshibanda s'emploie à éradiquer les forces négatives. Il appelle en outre les uns et les autres au respect de l'accord cadre d'Addis Abeba à l'instar de la RDC. Avec l'instrument essentiel qui a été adopté le 24 février 2013, à savoir l'accord cadre pour la paix, la sécurité et la coopération en République démocratique du Congo et dans la région, il est possible de créer les conditions d'une paix durable et de la stabilité de la région. Ces conditions sont lesquelles? Le respect par tous les signataires des engagements qui se trouvent dans cette affaire. Incessamment, la RDC va prendre la présidence du COMESA. Quelle sera son ambition? La RDC est appelée à se confronter, je dirais, un élève modèle du COMESA, mais aussi faire preuve de leadership. De demain, le délégué des chefs d'État et de gouvernement seront à Kinshasa en marge du sommet du COMESA qui s'y tiendra du 26 au 27 février 2014. Les lampions se sont éteints depuis le samedi 22 février dernier sur le 9e forum du partenariat commerçant et du salon de relations d'affaires du COMESA. Durant 2 jours, les opérateurs économiques du secteur privé ont échangé autour de plusieurs aspects liés à la gestion des PME. Les pays du COMESA doivent promouvoir le développement des PME pour éradiquer la pauvreté. C'est l'une des recommandations à formuler. Reportage Dieu Merci Nzob Mabiala et Mathieu Nadipofi. Tenu sous le thème fusion entre entreprise et innovation, intégrer la compétitivité de l'offre et l'échelle de valeur, ce forum a permis aux participants, à travers une dizaine des sous-thèmes débattus, de renforcer leur capacité managériale. Ils se sont donc formés et informés sur les problèmes liés à la gestion des chaînes d'approvisionnement, au transfert des compétences concernant les petites et moyennes entreprises qui doivent être promues pour éradiquer la pauvreté. Du développement de l'Afrique qui se résume dans le développement et la promotion des petites et moyennes entreprises.
La joie que j'ai eue, c'est de constater que tout le monde des affaires africains, disons de la zone COMESA, s'est mis d'accord sur les contraintes, essentiellement l'accès au financement ainsi que la formation. Il a été martelé sur le fait que tous les hommes d'affaires qui veulent travailler dans l'espace COMESA devraient considérer les secrétariats du COMESA, particulièrement les secrétariats des CBC, comme étant leur outil. Si vous voulez acheter, vous posez la question à ces secrétariats, ils vont vous orienter. Si vous voulez vendre, vous posez aussi la question à ces secrétariats, ils vont vous orienter. Il a en outre été décidé de ne plus utiliser les banques commerciales, car leur taux n'est pas accessible. Toutes les recommandations formulées seront soumises à l'appréciation des chefs d'État et de gouvernement lors du 17e sommet du COMESA. Inflation, marché d'échange, dernière mission du FMI, croissance économique et dédollarisation sont été au menu de la troïka stratégique de ce lundi 24 février à la primature. Il a été surtout question de rassurer les milieux d'affaires sur les processus de dédollarisation. Reportage Jean-Louis Miaswekama. Troïka stratégique ce lundi 24 février 2014. En premier, la conjoncture. Le taux d'inflation et le taux de change sont sous contrôle. Le taux de croissance économique projeté est de 9,5% pour l'année 2014. La Troïka tient à rassurer le milieu des affaires. La volonté de dédollariser, elle est là, elle est maintenue. Deuxièmement, et c'est ça le plus important, la dédollarisation est un processus qui va se mettre en place progressivement dans le temps. Et qu'il n'y a aucune volonté de la part du gouvernement ni de racheter les devises qui sont dans les comptes RME, ni même d'interdire la libre détention des devises. Parce que des rumeurs, on va dire presque folles, ont couru, comme quoi le gouvernement allait interdire la détention des devises, des monnaies étrangères. Ceci est complètement faux. Nous faisons la dédollarisation avec les forces du marché et donc progressivement. La révision de la réglementation de change n'est pas aussi à craindre. Le processus de révision est en cours, mais l'esprit et la lettre de ce décret demeurent. La circulation concomitante n'a pas été proscrite. Et c'est ce que je disais tout à l'heure, et c'est ça qui est le plus important. De dédollariser, c'est important pour nous de dédollariser. Nous savons que l'expérience des autres pays démontre que la dédollarisation est un processus de longue haleine, et nous n'allons pas faire exception. Nous sommes engagés dans cette bataille-là, mais on va le faire progressivement sans heurter les forces du marché. Ceci est absolument essentiel. La Troïka se félicite de la visibilité acquise par la RDC grâce notamment à des événements comme le sommet du COMESA. Le bureau de la CENI, dirigé par l'abbé Apollinaire Maloumalou, a organisé ce lundi 24 février une matinée d'échange avec les structures de la société civile à la maison des élections à Gombe. Les discussions ont tourné autour de la feuille de route du processus électoral 2013-2016. Eric Isa. Lundi 24 février, la CENI a partagé avec les différentes structures de la société civile sur la feuille de route pour la période allant de 2013 à 2016. En RDC, il y a légalement 5 scrutins à suffrage universel direct. Et pourtant, depuis 2006, la RDC a accumulé des arriérés électoraux. Pour résoudre cette irrégularité, il faut notamment envisager, selon la proposition de la CENI, d'organiser les élections des députés provinciaux, non plus au suffrage direct, mais plutôt indirect. Je sais que dans les prérogatives de la CENI, on n'a pas le droit de modifier quoi que ce soit dans la Constitution. Et ça, l'abbé président l'a bien dit. C'est clair, c'est une réflexion technique qui sera proposée au niveau du Parlement, mais c'est aux parlementaires de décider. La CENI déclare vouloir écouter, échanger avec toutes les parties prenantes au processus électoral pour réussir l'organisation des élections. Cette volonté d'impliquer tout le monde a été saluée par les membres de la société civile. Que la société civile devienne un groupe d'accompagnateurs sûr, c'est-à-dire à chaque pas que le président de la CENI, ou bien les comités, dans son ensemble voudrait poser un problème, que ce problème ou bien une décision, que cette décision soit au préalable concertée. Après avoir réuni tout le cadre légal qui faisait défaut en 2006,
la CENI pense organiser d'abord les élections municipales, urbaines et locales dès 2015. La communauté du Bas-Fleuve s'est retrouvée hier dimanche 23 février 2014 au Nzodikanda Alimete pour rendre grâce à Dieu pour tous ses bienfaits au cours de l'année 2013 et lui confier la nouvelle année 2014. Une occasion aussi pour les fils et les filles du Bas-Fleuve de se formuler les vœux. Il est à noter que cette réunion était marquée par la présence de la première dame Marie-Olive Lembe et Kabila. Le reportage est signé Paul Dongazian. Le dimanche 23 février 2014 a été le jour du grand rendez-vous pour la communauté du Bas-Fleuve, dont les fils et filles se sont retrouvés en Nzodikanda, à Limete 1er rue Funa, pour une messe d'action de grâce et pour la cérémonie d'échange de vœux. Et parmi eux, une personnalité de marque, la première dame qu'accompagnait le chef de la maison civile du chef de l'État. Au cours de la célébration eucharistique, le célébrant principal, Monseigneur Cyprien Mbukankwanga, a dans son homélie exhorté ses frères et sœurs à cultiver la paix et l'entente, comme l'enseignent les Saintes Écritures. Voilà, bien chers frères et sœurs, qui fait que nous soyons appelés à l'exemple de notre Père à être nous-mêmes des promoteurs de l'entente, de la solidarité, de la paix, de la réconciliation, de l'entraide fraternelle, de l'interpellation mutuelle dans le respect. Monseigneur Cyprien Mbouka a aussi recommandé aux politiciens de son terroir de privilégier l'unité et la paix au-delà des clivages politiques et de se mettre au travail sans perdre le temps. À la première dame, il a confié la mission d'être une figure unificatrice de la classe politique bas-congolaise, à l'instar de Joseph Kasavubu, et de promouvoir le bien pour la province du Bas-Congo, avant de lui recommander, loin de toute intention de privatisation, d'avoir toujours le Bas-Congo dans son sac pour que ses préoccupations parviennent aux oreilles des décideurs. Après la célébration eucharistique, c'était l'échange de vœux marqué principalement par deux discours. D'abord, le gouverneur du Bas-Congo qui avait fait le déplacement de Kinshasa pour cette rencontre. Ensuite, celle de la première dame. Le linge sale se lave en famille. Apparemment, nous l'avons lavé. Chacun a ses origines. J'ose espérer que je ne serai plus déçu et que selon notre coutume, je serai libre d'agir parce que je suis chez moi. Mais entre les deux adresses, il y a eu remise de la contribution de la communauté Yombe à la construction de la cathédrale de Goma et remise des cadeaux à la première dame par les femmes. Le quartier Vallée dans la ville de Kikwit est menacé par une grande érosion. La population du coin qui craint le pire lance un SOS en direction des autorités tant provinciales que nationales. Sylvie Fortuné Mboula pour le commentaire. Quartier Vallée court un danger permanent. Une érosion menace sérieusement ce quartier. Celle-ci a déjà emporté près de 60 maisons et perturbe même la circulation sur la nationale numéro 1. Face à cette situation qui perdure, la population en appelle aux autorités. Il y a les ravins qui nous a dérangés ici. Dernièrement, on avait creusé un trou devant l'église qui était là. Quand on a creusé les trous, vraiment ça a créé le ravin. Le ravin nous a dérangés. Ici, on a détruit même les maisons qui étaient derrière nous. Nous avons payé nos maisons et cette situation nous arrive que l'autorité s'y penche, sinon nous allons devenir de son domicile fixe. L'exécutif provincial, à travers le gouverneur Jean-Camille Sendou, veut trouver une solution à ce problème permanent, mais les matériels et les financements font encore défaut. D'où il faut également l'implication du gouvernement central pour arrêter net cette érosion. Le projet d'appui pour le développement des infrastructures rurales, PADIR en sigle, a offert un don de 4 Jeeps 4x4 au service public à Kikwit. C'était en présence du gouverneur de la province du Bandundu, Jean Kamisindou Kutuka. Une fois de plus, Sylvie Fortuné Mboula.
4 jeeps de marque 4x4, c'est le don du projet d'appui pour le développement des infrastructures rurales PADIR au personnel du service public à Kikwit. Le matériel roulant vont aider, tant soit peu, les services publics à bien accomplir ces tâches, car le PADIR s'aligne derrière le programme Village agricole pour lutter contre la pauvreté, a affirmé le coordonnateur provincial du projet d'appui pour le développement des infrastructures. Il faut dire que le PADIR est financé par la Banque africaine du développement. Une affaire d'escroquerie de 50 000 $ américains était à la une du journal. Rafiki Deboutembo, un député national, est même cité. De plus amples précisions dans cette correspondance de Merveille Kakoulé, joint au téléphone par Sylvain Kapombo Bosingele. Dans un article publié dans sa dernière parution, le journal Rafiki met en lumière une affaire d'escroquerie de 50 000 $ américains, de l'argent soutiré à un sujet belge par 2 bras droits du député. Selon ce journal, les opérations ont été réalisées depuis la résidence quinoise de l'élu, a fait accroire au Belge Yves Vereidit qu'ils étaient à Butembo pour un projet d'autofinancement du GCLG, groupe des chercheurs libres du Graben. Tongoleo et Gu Penkeli avaient empoché les billets. Cité dans le titre de l'article, l'honorable Mbindouli réclame une somme de 10 000 $ américains à l'éditeur du journal Rafiki. Des sources proches de l'honorable Mbindouli, il faut savoir qu'une solution à l'amiable n'est pas impossible, à condition que le journaliste livre ses sources. Ce que Christian Mouquet se refuse à faire, seule la justice pourra les départager. Merveille Kakoulé Sali beaucoup. Butembo, Antenne A. Les usagers de la route poids lourds peuvent enfin circuler librement à pied ou en voiture. Les travaux de réhabilitation de cette route sont finis à 98%. Nadia Koulenfouka et Djouzane Belebele sont passés par là aujourd'hui et nous ont ramené ce reportage. Plus le jour passe, plus l'on constate un changement positif dans la réhabilitation de la voirie urbaine sur l'avenue Poids-Lourd. L'entreprise japonaise Kitano qui exécute les travaux avance à pas des géants dans la réhabilitation de cette route. Après 24 jours de fermeture et d'intenses travaux, les usagers de cette voie peuvent maintenant l'utiliser sans connaître les difficultés enregistrées autrefois. Voilà pourquoi il pousse un ouf de soulagement et félicite les Japonais pour la qualité du travail abattu. D'abord, félicitations au président de la République, c'est qu'il a pensé en nous, état que usagers de poids lourds. Merci aussi à l'entreprise Kitano, vu les travaux, parce que les années passées, on avait un problème là de remorque ici au pont. Il y avait eu des dégâts, mais Dieu a fait grâce. Maintenant, la route est pratiquement, disons, réhabilitée. La main-d'œuvre congolaise était de taille dans l'exécution de travaux. Et ces ouvriers n'ont pas manqué de conscientiser les chauffeurs du danger qui le guette. Le travail était très facile, car nous avons associé notre intelligence à celle des Japonais. Mais seulement, nos chauffeurs doivent faire très attention car les risques d'accident augmentent en cas du non-respect du code de la route. Au vu des exploits réalisés par cette entreprise, il serait souhaitable que le gouvernement puisse associer cette entreprise à la réhabilitation d'autres infrastructures délabrées de la capitale. Le rond-point ESO est dans un état de délabrement très avancé et le tronçon de l'avenue Université qui passe par là est impraticable. Les habitants du coin ainsi que les usagers de cette route lancent un SOS en direction de l'autorité provinciale pour qu'une solution rapide et durable soit trouvée. Le constat a été fait sur place par Lila Sindani et Pepito Matondo. Le rond-point ESO sur l'avenue de l'Université présente aujourd'hui un usage déplorable. Eau stagnante, immondices, trous béants, voilà autant d'ingrédients qui ont fait perdre à cette place très fréquentée son éclat datant. Les véhicules ont du mal à s'effrayer un chemin, surtout ceux qui montent vers le rond-point Ngaba. Cette situation crée de l'exaspération chez les riverains. Elle est abandonnée à elle-même, et surtout la partie ici. On voit les bandes là, on commence à faire des bandes, mais or il y a des bandes normalement, le petit qui vient de café là pour rond-point, il doit passer de l'autre côté. Mais ce petit trou ici, que l'État ne peut pas intervenir. Alors nous demandons que l'État puisse intervenir pour arranger le trou
enfin qu'il n'y ait plus des embouteillages de l'autre côté. Même le conducteur de taxi-moto appelé communément Wewa se plaignent. Ici, les véhicules ne passent plus à cause de l'état impraticable de cette route qui du reste mène vers l'Unikine. Ces immondices, cette eau ici, ces plaques d'eau ici, il y a aussi l'éclairage public qui n'est plus. Pendant la nuit ici, il y a l'insécurité totale ici. La population de ce coin de Kinshasa s'étonne de l'indifférence des autorités qui parfois empruntent cette même route, d'où cet appel de détresse. On a vu les autorités emprunter ce tronçon, mais aucune d'elles n'est revenue ici constater pour nous apporter une solution. Il ne reste plus qu'à espérer que cet appel soit réellement entendu par les autorités pour réhabiliter ce tronçon dans le plus bref délai. 2 stades du pays étaient en ébullition hier pour le compte de la 10e journée du championnat national de football. Vous l'avez compris, nous sommes là dans notre page de sport. À Kinshasa, au stade Tata Raphaël, donc le Motema Pembe était en face de l'AS V-Club. Et à Lubumbashi, au stade Kibasa Maliba, l'AS Saint-Oula Lupopo a accordé son hospitalité au tout-puissant Mazembe. Si le match de la capitale que préfère s'est terminé sans problème sur la victoire du TP Mazembe 2-0 à Kinshasa, par contre, le match n'est pas allé à son terme à la 56e minute alors que l'ASV Club mené par 1-0. Des troubles ont envahi les stades, obligeant les arbitres à mettre un terme à cette rencontre. Dans le reportage qui suit, nos reporters Patrick Borel-Mukendi et Mathieu Ngadipovi reviennent sur les temps forts de ce match ainsi que sur les à côté. Le derby quinois opposant les deux frères ennemis, à savoir les Dauphins Noirs de l'association sportive V-Club et les Immaculés du Daring Club Motema Pembe, s'est terminé en queue de poisson au début de la deuxième période. Quand le Vert Noir marquait le premier but par le médiateur Les Mamabidi grâce à un coup franc contesté par les Verts et Blancs. Après quelques secondes, le spectacle a complètement changé. Pour éviter des dégâts, la police congolaise a dû intervenir jusqu'à tirer les gaz lacrymogènes dans des gradins pour disperser les supporters qui se sont livrés à des actes de vandalisme. Le football est une fête qui nous désunit pendant 90 minutes, mais nous unit durant la vie. Les fanatiques doivent comprendre que dans ces sports rois, il n'y a que 3 résultats qui comptent: la victoire, le match nul et la défaite. Donc, de tels échauffourées et casses vont en défaveur de leurs dirigeants qui paieront le pot cassé. Il y a un séminaire de Jiu-Jitsu et self-défense qui a démarré depuis le samedi dernier et qui ira jusqu'au 30 mars prochain. 30 pratiquants de cette discipline sont donc à l'école de l'apprentissage de nouvelles techniques de base et cette discipline de combat. Ndaï Lambotier et Mathieu Ngadipovi reviendront dans nos prochaines éditions sur ce séminaire avec images à l'appui. Fidèle au rendez-vous, Eric Izami nous amène à présent vers le derby. Le tour d'horizon de parution d'aujourd'hui. C'est là bien sûr avec la revue de presse. Les autorités RD congolaises bloquent la MONUSCO à propos de la lutte contre le triangle de la mort au Katanga. C'est le titre du journal La République qui évoque enfin un bilan lourd. Plus de 400 000 déplacés, plus de 1000 maisons incendiées et plus de 33 chefs coutumiers bouffés. Forum des As évoque le même sujet et écrit à sa une: Bakata Katanga, les évêques s'interrogent. Le prince de l'église catholique du Katanga exige du gouvernement central des explications sur l'identité du commanditaire de la milice qui écume la province qu'il préfère. Pour sa part, le journal Le Guide note un autre sujet d'actualité. Il s'agit de 1 an après la signature de l'accord cadre. Et le confrère note, la RDC respecte, le Rwanda et l'Ouganda boudent. C'est malheureux de constater qu'au moment où l'on célèbre l'an 1 de la signature de l'accord cadre d'Addis Abeba, des éléments de l'armée rwandaise aient traversé la frontière de la RDC pour la énième fois.
Pour rappel, c'est le 24 février 2013 que l'accord cadre avait été signé à Addis Abeba en Éthiopie par plusieurs pays africains, notamment la République démocratique du Congo, le Rwanda et l'Ouganda. Curieusement, une année après, au lieu de soutenir cet engagement, les militaires de Kagame envoyés par leur maître récidivent en entrant sur le territoire RD congolais. Un autre sujet d'actualité, c'est avec le journal L'Avenir. Élection nationale, Malou Malou mobilise les jeunes au processus électoral. La matière principale a tourné autour de priorités électorales actuelles de la CENI, formulées sous forme de défis et contraintes, tant politiques, juridiques, financiers et communicationnels. L'abbé Apollinaire Malou Malou, président de la CENI, qu'entouraient les membres de la CENI, a pendant plus de 2 heures présenté aux jeunes le projet de la feuille de route du cycle électoral 2013-2016. Il a confirmé que les élections demeurent un impératif pour la démocratie en RDC. Il a appelé les jeunes congolais de ville comme ceux des entités territoriales les plus reculées à se mobiliser comme un seul homme pour s'approprier le processus électoral en cours. À son tour, le journal La Prospérité écrit « Élections en danger ». UDPS et alliés Sami Badi Banga sensibilise le Parlement européen. La Référence Plus note à sa une incident de Bukavu autour de l'UNC. L'opposition demande à Kamere d'arrêter sa tournée. Elle exige à Matata de suspendre le gouverneur Chisambo et le maire de Bukavu. Elle exige une enquête indépendante également. À propos justement du gouvernement, le journal Le Phare note à sa première page, course à la primature, Matata Pogno garde une longueur d'avance. Pour terminer, Kinshasa, ouverture mercredi du sommet du COMESA. C'est cela le titre de dépêche de Brazzaville qui poursuivent les préparatifs du 17e sommet du marché commun de l'Afrique australe. COMESA vont bon train. La ville de Kinshasa subit petit à petit des transformations visibles, notamment par la présence de drapeaux des différentes nations qui y sont attendus. À l'issue des travaux de Kinshasa, la RDC va assumer la présidence en exercice de cette organisation régionale qui regroupe 19 États membres. En prélude de cet événement, des réunions de haut niveau se tiennent déjà dans la capitale, dont la 32e réunion du comité interministériel du COMESA ouverte le 18 février et clôturée 2 jours plus tard. Ça sera tout pour ce soir. Merci et au revoir. Fin de cette session d'information. Très heureux d'avoir fait ce parcours en votre compagnie. Excellente suite des programmes. Flash de référence. Portez-vous bien.